Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on parle ensemble des sujets qui vous concernent et qui traitent de l'actualité de l'Île-de-France. C'est une mesure qui touche à la fois au pouvoir d'achat, à la lutte contre la précarité et à la santé des enfants, ainsi qu'à la politique municipale à Paris. Le maire Emmanuel Grégoire veut rendre la cantine gratuite pour les familles les plus modestes. Cela concernerait plus de 17 000 enfants, 2,5 millions de repas par an, pour un coût total estimé à 1,2 million d'euros. Sur le papier, le geste paraît difficilement contestable parce qu'il parle d'enfants, parce qu'il parle d'alimentation, parce qu'il s'adresse à des familles qui payaient jusqu'ici 13 et 85 centimes par repas, et parce qu'à Paris, la pauvreté existe aussi, parfois de manière moins visible. Pour rappel, la capitale compte près de 75 000 familles monoparentales et 45% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Malgré tout ça, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées, d'enjeux aussi sur la rémunération de nos agriculteurs, le coût d'une telle mesure et sur la question territoriale qu'on aborde avec nos invités autour de la table. En culture, la Cité des enfants rouvre ses portes après plusieurs mois de transformation. Vous allez donc pouvoir retrouver ce lieu emblématique de la vie familiale parisienne. On terminera avec de l'histoire, et le Figaro Histoire nous raconte la mort de Louis XVII. C'était le 8 juin 1785. Ça sera avec Geoffroy Caillet en fin d'émission. Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, veut rendre la cantine gratuite pour les plus modestes. Il l'a annoncé le 5 juin et je vous propose qu'on l'écoute. Je suis très heureux d'annoncer que nous allons mettre en place la gratuité des cantines scolaires pour les 2 premières tranches, donc les familles les plus modestes, celles qui aujourd'hui payaient à partir de 13 centimes d'euros le repas. Ça concerne 17 000 enfants, c'est plus de 2,5 millions de repas par an qui vont être gratuitement distribués. On pense que c'est un sujet d'égalité avec l'augmentation du coût de la vie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont confrontés à des restrictions alimentaires à domicile qu'on ne peut pas imaginer quand on n'est pas dans cette situation-là. Et donc on mettra cette mesure en œuvre dès la rentrée de septembre et on votera la délibération au Conseil de Paris de juin. Alors qu'en pensent nos invités ? On va justement leur donner la parole. Inès de Ragnel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du groupe Paris Liberté et conseillère de Paris 15. En face de vous, Kevin Navet, conseiller de Paris, premier adjoint au maire de Paris du 18e arrondissement, en charge des grands projets du mandat. À côté de vous, Patrick Legrave, vice-président agriculteur en colère. Et en face, Geoffroy Carvalino, vous êtes conseiller régional Île-de-France. Je me tourne vers vous, Kevin Navet. Votre mesure, c'est une mesure de justice sociale. C'est aussi un marqueur politique de la campagne d'Emmanuel Grégoire qui s'est soldée par cette mandature pour Paris. C'est avant tout un coup politique ou ça reste quelque chose avant tout qui est important pour les familles et pour les familles les plus modestes qui sont visées ? Je suis élu du 18e et chaque jour, on a des familles dans le 18e pour lesquelles le seul repas complet, c'est le repas du midi. C'est le repas qui est fait à la cantine. Et donc c'était un engagement qu'avait pris Emmanuel Grégoire, qu'on avait pris avec Emmanuel Grégoire durant cette campagne. Et quand beaucoup d'élus, quand on reproche souvent à trop d'élus de ne pas tenir leurs promesses, dans les moins de 100 jours, Emmanuel Grégoire tient sa promesse. Et donc oui, aujourd'hui, ça va être plus de 2,5 millions de repas qui, chaque année, que la ville sert, qui vont être désormais gratuits. Pour nous, dans le 18e, c'est 18% des familles. Et donc ce n'est pas rien. Donc c'est à la fois un enjeu de progrès, c'est un enjeu, et vous le disiez tout à l'heure dans la présentation aussi, d'équilibre alimentaire. Et c'est aussi un enjeu, parce qu'on le mène aussi à Paris, sur davantage de bio, davantage de circuits courts. Et je salue qu'on a des agriculteurs aussi autour de la table. Et c'est un enjeu fort dans lequel la ville de Paris est engagée. Inès de Ragnel, même question. Comment est-ce que vous voyez cette proposition et cette mesure entamée par Emmanuel Grégoire ? Écoutez, moi je trouve qu'il y a un brin de démagogie dedans. Pardon, alors moi j'ai pas le beau rôle dans cette histoire-là, mais ce que je trouve un peu embêtant, c'est 2 choses. La première, c'est qu'on est en plein milieu d'un scandale du périscolaire, et donc j'ai un peu l'impression qu'on essaie de détourner l'attention du vrai sujet actuel. Donc comme le sujet du périscolaire est difficile à régler, on annonce d'autres choses sur l'école. Comme il n'est pas réglé, et qu'on va pas au fond des choses concrètement, on essaie de détourner l'attention de tout le monde. Mais il faut pas imaginer que le périscolaire, c'est une séquence médiatique. Le périscolaire, c'est la vie de milliers d'enfants parisiens aujourd'hui qui est potentiellement encore en danger dans les écoles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, alors moi, je suis sur une position qui peut
ne pas plaire à tout le monde, qui n'est pas démagogique. Mais pour moi, le service public, il n'est pas gratuit. Pour 2 raisons principales, et je pense qu'on étayera après ces propositions-là. La première, c'est que derrière, il y a des gens qui travaillent, que cette nourriture, elle n'est pas gratuite. Il y a le métier de personnes qui travaillent la terre tous les jours. On a des agriculteurs, on a des vrais producteurs derrière. Et tout ça, en fait, il faut le considérer aussi. Il y a une forme de respect. Et le deuxième respect, c'est envers les cantinières. C'est quand même des femmes qui se lèvent à 5 h du matin, parce qu'en général, c'est un boulot de femmes, qui ont des horaires décalés, qui sont payées une misère. Et derrière, vous avez des caisses des écoles qui sont complètement biberonnées à la mairie de Paris à coût de subventions. Donc déjà, le modèle même pour les familles les plus modestes, on pense à ces deux. Alors, j'ai entendu Emmanuel Grégoire dire, mais comme de toute façon, la plupart des familles qui paient peu ne payent pas et que ça nous coûte trop cher d'aller chercher les impayés, autant arrêter de les faire payer. Moi, je trouve que ça ne correspond pas du tout déjà à la réalité. C'est qu'on a 7% d'impayés à Paris, selon la Chambre régionale des comptes. C'est 6,4 au niveau national. Donc, ce n'est pas une énorme différence non plus. Et ces familles-là, on ne va pas dire à des gens, comme vous ne payez pas et que vous me placez dans l'illégalité, on va arrêter de vous faire payer, comme ça au moins vous ne serez plus dans l'illégalité, puis nous on aura moins de travail. Enfin, dans ce cas, moi j'arrête de payer mes contraventions, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'Emmanuel Grégoire a soulevé cette question de logistique et de comptabilité. On va l'écouter, comme ça je vous donne la parole dans la foulée, et ensuite on donnera la parole à nos autres invités, bien sûr. Le coût total est estimé à 1,2 million d'euros par an. Avec peut-être une nuance, c'est que ce sont des factures toutes petites, on a du mal à les recouvrer, c'est beaucoup de logistique derrière, et donc on préfère vraiment faire ce geste de solidarité et de rendre la cantine gratuite. Ce sont les propos du maire de Paris, comment est-ce que vous les comprenez et qu'en dites-vous par rapport à ce qu'affirme Inès de Raguenel? Je crois que malheureusement, on a une droite qui, après la séquence municipale, est complètement sonnée, KO debout, et dont la seule stratégie, c'est d'opposer les pauvres entre eux. Donc on va opposer les familles les plus précaires de Paris, et puis de l'autre côté, je n'avais jamais entendu cet argument-là, on va opposer je cite, les cantinières qui sont déjà mal payées. Donc il faudra déjà, établir un lien entre les deux. Et donc oui, aujourd'hui, il y a une mesure de progrès social, il y a une mesure aussi de santé publique pour ces familles. Et puis il y a également aussi un travail de déprécarisation que l'on mène aussi sur le personnel scolaire qui est géré par arrondissement, par des caisses des écoles. Et donc voilà, c'est une mesure de progrès social à partir de septembre dont il faut se réjouir. Et en parallèle, on va continuer à aller plus loin, comme je le disais, sur le bio, sur le cycle court. Ça, c'est le point, c'est un énorme point de problème. Et puis après, le dernier point, je pense, de vraiment de faire un immense camoulox en mélangeant tout et n'importe quoi. On parle des cantines, on parle maintenant du périscolaire. Je pense qu'on va être un peu sérieux, on va serrer les sujets. Et puis, c'est des sujets qui sont extrêmement graves, le sujet des périscolaires. Emmanuel Grégoire en a fait une affaire. Il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment pour la rentrée. Exactement, raison pour laquelle Emmanuel Grégoire a pris des engagements extrêmement forts. Il prend le sujet très personnellement. On a pris des mesures immédiatement, dès notre arrivée aux responsabilités. Pour beaucoup, malgré l'engagement promis et la volonté sincère d'Emmanuel Grégoire, ça va passer vite. Ça va passer vite, on a pris des mesures immédiates. On a pris des mesures de suspension de n'importe quel agent du périscolaire, dont des menaces, dont des suspicions pourraient être en contre. Et puis on a aussi ouvert une grande convention qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des associations qui sont concernées, également des associations dans le 7e arrondissement. Je pense à des associations dont la maire et Madame Rachidati, qui n'a peut-être pas réagi aussi rapidement que certains des parents d'élèves du 7e l'auraient voulu. En tout cas, on prend la pleine mesure du problème. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, des réponses politiciennes en la matière sont à la hauteur des attentes des enfants et des familles de Paris. Et on va revenir sur le sujet de ces cantines gratuites, en tout cas pour une partie des familles les plus modestes à Paris. Patrick Legras, je me tourne vers vous puisqu'on a commencé à parler de circuits courts, de bio. J'aimerais qu'on parle de ce que ça représente pour les agriculteurs aujourd'hui. Quand vous entendez cantine gratuite, vous vous dites quoi? Tous les voyants sont au rouge ou on va dans la bonne direction, mais maintenant comment on nous rémunère, nous? Alors, on va partir de ce qui est positif. Déjà, plus de bio, c'est très bien parce qu'ils sont en très grande difficulté depuis 2022, c'est-à-dire la fin du Covid. Il y a eu un effondrement de la production à cause de l'effondrement et des ventes et des prix. Circuit court, c'est très bien puisque, comme on dit, là, on va essayer de mettre au moins tous les politiques autour de la table. Je pense que les bilans carbone faibles, faire travailler les agriculteurs et les citoyens autour, c'est top, honnêtement. Et quelles que soient, je pense, les idées politiques, je pense qu'on peut au moins se focaliser sur ce bon système qui est vraiment totalement politique. C'est-à-dire cette volonté de faire travailler les agriculteurs, de développer bio, c'est bien un problème politique. C'est-à-dire on prend des décisions au niveau politique ou on ne les prend pas.
Moi, je veux quand même rappeler que la loi Egalim, qui date de 2018, c'était 20% de bio et 50% de produits durables. Les personnes qui l'ont mis en place en 2018, pour un grand nombre, dont le président, sont en place. Il y a des départements et des secteurs et des endroits où ça fonctionne relativement bien. Il y en a d'autres où ça marche beaucoup bien. Pour reprendre l'effort et le coût de Paris que je ne connaissais pas, au niveau de la France, c'est à peu près les cantines, un peu plus de 3,5 milliards de repas. Donc c'est considérable. C'est un point très très important pour le monde agricole qui souffre actuellement. Moi, le problème de la gratuité, je vais vous dire franchement, ce qui me dérange, et vous avez compris, agriculture en l'air est aussi là pour un peu provoquer. Déjà, pour les Allemands, l'agriculture est une monnaie d'échange. Déjà, pour l'Ukraine, c'est aussi une monnaie d'échange. On restera généraliste, hein. D'autres c'est pour des armes, d'autres c'est pour des voitures. Et nous, ce qui nous ennuie, c'est que la gratuité, ce qui est logique, puisqu'il y a un coût pour les cantinières, ce qu'on a peur, c'est que ça aille évidemment pour aller chercher des prix. Et qui dit chercher des prix, dit aller chercher de l'agro-industrie, dit d'aller chercher des produits bas de gamme, dit d'aller chercher des produits qui viennent souvent des produits d'importation, dont la grande discussion, puisqu'on était tous d'accord aussi sur le Mercosur, tous ces produits qui ont un aspect sanitaire, allez, on va dire moins 10 ans, pour pas dire douteux. Et nous, c'est ce qui nous dérange, parce que pour nous, l'alimentaire, pour l'agriculteur, et je pense pour les consommateurs, hein, j'étais à Terre en Fête ce week-end, où on a vu des gens, parce qu'il faisait moyennement beau, donc les gens disent, bon, on va aller à la foire agricole, donc on a glané une grande partie du Pas-de-Calais, et les gens découvraient des produits, découvraient de l'aliment, et je pense que ça, c'est le fondamental. Et c'est pas nous qui allons dire si ça doit être gratuit ou pas gratuit, mais ce qu'on ne souhaite pas, c'est que parce que ça va être gratuit, donc ça a un coût, c'est comptable dans du bas de gamme qui vient de l'étranger. Cantine gratuite pour les plus modestes, pourquoi pas, mais ça ne doit pas se faire au détriment des agriculteurs français, des circuits courts et de la production raisonnée. Je pense que c'est même pas, parce qu'on a tous des enfants, quel que soit, et ça vous avez raison, quels que soient les enfants, c'est nos tripes. Je pense que ça ne doit pas se faire au niveau de la qualité. Et à ce niveau-là, les normes françaises ou européennes sont plus importantes que les normes mondiales. Et à ce niveau-là, il faut être clair que depuis des années, à cause d'un problème de budget, on sait très bien, et on ne va pas le développer là, on sait très bien que les gens qui ont des accords avec les cantines, pour ne pas dire les écoles ou les hôpitaux, les maisons de retraite, restent les mêmes. Et ces produits-là sont loin d'être locaux et sont loin de faire vivre les agriculteurs du coin. Geoffrey Carvalino, comment ça marche à l'échelle de la région Île-de-France ? Nous, on a 470 lycées publics sur l'ensemble de la région. Et on a des tarifs très bas, parce que c'est 50 centimes le plus bas. Ça peut être jusqu'à 20 centimes pour, notamment si vous prenez au forfait, pour avant de l'avance, parce que aussi quand vous organisez des repas, c'est aussi bien de prévoir sur le long terme, justement, au niveau de la quantité pour éviter le gaspillage. Et on va jusqu'à 4,58 € avec 10 tranches différentes. Nous, on mise plutôt sur, effectivement, la qualité dans les lycées, parce que chaque lycée a son propre chef cuisinier, avec des personnes qui travaillent autour, donc avec des circuits courts, du bio, au-delà des aides qu'on fait aux agriculteurs, on fait en sorte de créer également, notamment au Seine-et-Marne, Aproval, qui est en fait une plateforme, en gros, où on permet aux agriculteurs franciliens de vendre leurs produits pour qu'ils soient irrigués dans nos cantines scolaires. Nous ne voulons pas la gratuité, parce que pour nous, le service public, ça a un coût, et je rejoins ma collègue qui est de Paris Liberté sur ce point-là. Et puis d'autant plus, il faut organiser, parce que si vous faites la gratuité complète, les salles supplémentaires, les personnes que vous recrutez, les annulations de dernière minute. Moi, je vais prendre une ville socialiste qui récemment a mis en place la gratuité, la ville de Saint-Denis. Eh bien, il y a eu des problèmes en fait d'annulation où il y avait également, ça pouvait créer, ils facturaient au bout de la deuxième ou troisième fois des familles qui mettaient pas leurs enfants dans les cantines gratuites. Donc, ça a créé des gros problèmes pour la municipalité socialiste de Saint-Denis. Donc, nous, à la région, on mise plutôt sur le pouvoir d'achat, avec des repas qui peuvent être très petits. Je prends aussi l'exemple sur le pouvoir d'achat, où nous faisons attention, nous, la région, tout en laissant les repas payants. C'est que, par exemple, nous, le repas maximum, il est à 4,58 €. À Paris À Paris, c'est 7 €. D'accord. Et la 5e ou 6e tranche, je crois qu'elle est à 4,61 €. Donc, c'est-à-dire que nous, plutôt que d'aller vers une gratuité, on laisse des petits prix pour faire attention au pouvoir d'achat, mais en misant sur la qualité avec nos agriculteurs franciliens qui font un excellent travail. Et pas plus tard que ce week-end, la présidente de région était notamment en Essonne pour aller saluer vos collègues agriculteurs qui irriguent nos cantines scolaires. Kevin Havet, le modèle de la région ? Je vois que la région prend soin du pouvoir d'achat des plus aisés. Et nous, à contrario, on prend soin du pouvoir d'achat des plus précaires.
Donc c'est un choix politique, je pense qu'il a été clairement exposé à l'instant. En tout cas, nous, l'exigence est très claire, on prend soin du pouvoir d'achat pour les plus précaires. On parle de quelle famille parle-t-on quand on parle de ces deux tranches qui payaient jusqu'ici 13 centimes d'euros et 85 € par repas? Je ne voudrais pas vous dire des chiffres qui sont faux, mais on est à peu près en dessous du SMIC, donc on est vraiment sur les familles les plus précaires. Et en même temps, pour répondre tout à l'heure, aujourd'hui à Paris, alors c'est géré par arrondissement, mais je prends l'exemple que je connais le mieux aujourd'hui dans le 18e, on est déjà, vous parliez effectivement des objectifs de la loi Egalim, on est déjà bien au-delà. On est déjà à plus de 50% de bio, de circuits courts, et donc on va aller encore, on va continuer à aller plus loin. Et donc je pense que c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des écoles parisiennes. Et donc c'est évidemment l'exigence de pouvoir d'achat, l'exigence de bien manger, et l'exigence aussi de le faire pour toutes et tous. Et donc c'est vraiment ça qui est au rendez-vous. C'est une grande mesure de progrès social qu'a pris Emmanuel Grégoire dès les débuts de son mandat. Et j'invite les autres maires de France qui ont les moyens, qui ont cette volonté politique, à s'inscrire dans le même pas. Inès de Ragnel. Non mais c'est très très beau sur le papier, comme souvent les idées de gauche en théorie. Là, on a quand même un sujet. Vous parliez du 18e où vous êtes élu. La Caisse des écoles du 18e, elle a connu pendant des années, mais des problèmes gigantesques. Là, je relisais le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été fait au lendemain des énormes problèmes qu'a connu aussi la Caisse des écoles du 12e, parce qu'il faut imaginer toutes ces caisses-là. À l'époque, la Caisse du 12e, c'est un risque de cessation de paiement. Ce sont un certain nombre de caisses, nous dit la Chambre régionale des comptes, qui sont au bord de l'endettement, mais qui sont au bord du gouffre. Ça, c'est lié à la gestion des cantines? Mais parce que, en fait, le problème, c'est que je vais vous dire, le prix du repas, il a quasi doublé en 10 ans. Mais alors, pourquoi? Je me suis arrêtée sur un repas coûte 13 € à la ville. J'ai trouvé ça énorme et je me suis demandé ce qui était effectivement compris dans ce coût-là. Le coût du revient, c'est 8 €. Avec les charges, ça revient à 12-13 €. D'accord. Et le problème, c'est que derrière, les caisses des écoles ne peuvent pas vivre sur ce modèle-là. Enfin, vous voyez, il y a un moment, on ne peut pas être dans un régime totalement socialiste où on se dit tout est gratuit, mais derrière, il n'y a personne qui paie. Vous voyez? Donc on va quoi? On va augmenter les tranches pour que les plus riches payent plus. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire, les plus riches? Ils ne vont pas mettre leurs enfants à la cantine. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de collèges. Il y a énormément de jeunes qui vont plus à la cantine, pour des raisons diverses et variées. Certains préfèrent manger dehors et préfèrent aller dans des enseignes. Et c'est d'ailleurs extrêmement dangereux pour leur alimentation, mais de fast-food et autres. Mais moi, je vais vous dire, quand vous payez 7 €, alors je veux bien que ça soit des familles très aisées, mais les familles qui payent 7 € pour un enfant en petite section, vous imaginez la taille du repas en petite section? Enfin, c'est pas normal. À la limite que pourquoi ça coûte si cher, Patrick Legrave? Quand on connaît aujourd'hui, évidemment, le coût de la vie a augmenté. On sait que le prix des aliments, on le voit tous les jours quand on fait ses courses, a lui aussi augmenté. Pour autant, avant d'arriver à un repas à 13 €, il faut quand même y aller, non? Alors, je vais être très court parce que voilà, on est 4 et puis le temps est réduit. Je vais vous prendre l'exemple de l'œuf. Oui. Aujourd'hui, grosso modo, un œuf, un producteur, il gagne entre 0,5 centimes et 1 centime de l'œuf. L'industriel qui travaille les produits, qui va vous fournir, il va gagner entre 1,5 et 2,5 € de l'œuf. Et le distributeur, il va gagner à peu près 4 à 5 centimes de l'œuf. J'ai eu peur. Donc, en fait, je vais vous dire aujourd'hui que... allez, on va aller jusqu'au bout de... Il faut rêver, on a bientôt des présidentielles, il faut rêver. Aujourd'hui, si dans les cantines, on remettait de la matière première de base, là, elle est pas chère. Avec des gens qui cuisinent là, tout simplement des produits frais. Voilà. Et ça peut être aussi... Et ça peut être pédagogique, puisque moi, il y a quelques années, on avait essayé. Qu'est-ce qu'avait dit le directeur? Mais vous imaginez comment on va évacuer la terre, les déchets, si jamais il y a... Donc ça pose des problèmes sanitaires. Ça, c'est le système français. C'est pas le système politique actuel, c'est le système franco-français. Oui, mais on comprend que derrière, sur la logistique, ça impliquerait de gros changements. Non, c'est 400 000 normes qui fait que tout le monde veut se couvrir. Vous imaginez, s'il y a un petit peu de terre dans un endroit et que les parents attaquent, aussi bien quels que soient les partis politiques, c'est un problème. Le problème aujourd'hui, c'est un peu comme les périodes du Covid, c'est plus. On arrive à un système où le produit de base de l'agriculteur ne représente plus que 8% du produit final. Et aujourd'hui, avec des budgets serrés comme n'importe quel, que ce soit une commune, une collectivité, on va aller chercher le moins cher. Comment voulez-vous aujourd'hui, avec la viande qui a doublé, on prend que la viande a doublé, comment voulez-vous que la viande qui a doublé, on puisse maintenir le même prix dans le budget des cantinières? Automatiquement, soit la viande est dégradée, c'est-à-dire qu'elle vient d'autres pays, et donc elle est soit la qualité même, c'est-à-dire au lieu de prendre du beefsteak, on va prendre du pot-au-feu, c'est-à-dire on
diminue la qualité gustative ou la finesse de la viande, soit automatiquement on en met moins. Donc ça pose peut-être moins de problèmes parce qu'il y a des gens qui disent on va manger que du végétal. C'est vrai qu'une protéine végétale coûte moins cher. Mais là aujourd'hui, pour les gens qui régissent, l'agriculteur, c'est vraiment la variable d'ajustement où on dit on va prendre ce qu'on aura besoin et si on n'a pas besoin, on prendra rien. Voilà, c'est ça le drame aujourd'hui de l'alimentaire, alors qu'on est quand même le pays avec la plus belle agriculture mondiale. Bien sûr. Et ça, on le fait, comme vous aviez dit tout à l'heure, au détriment des chaînes. Souvent, je me retrouve ici avec le président des restaurants. Tous les jours, on ferme des dizaines de restaurants et tous les jours, on ouvre des dizaines de fast-food. Oui. Voilà. Et de nombreux jeunes ont déjà pris cette habitude et on sait à quel point c'est dangereux pour leur santé et puis leurs habitudes de consommation également. Si on sort un peu des enjeux politiques et qu'on parle exclusivement de ce que ça représente aujourd'hui pour ces enfants, pour ces familles, est-ce que vous avez déjà réussi à sonder ces familles? Est-ce que ça change vraiment tout pour des familles modestes, très modestes, un repas à 13 centimes, de le passer en gratuité? Qu'est-ce que ça change concrètement? Aujourd'hui, comme je vous le disais, malheureusement, on a chaque jour des familles qui, dans nos arrondissements, le repas du midi est le seul repas équilibré. On voit des familles qui sont en difficulté dès non plus la fin du mois, ni le 15 du mois, mais à partir du 10 du mois. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas chaque euro, mais c'est chaque centime qui est mesuré. Et on voit bien aujourd'hui que les familles... à 50 centimes comme la région Île-de-France pour ces familles les plus modestes, vous le dites, certains ne pourraient pas payer. Aujourd'hui, c'est un enjeu aussi de lisibilité. C'est un enjeu clair qu'on envoie de messages à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens. On prend soin des plus précaires et c'est un de nos objectifs. C'est que Paris, on ait de la mixité sociale. C'est que tout le monde puisse vivre à Paris. Que celles et ceux qui font Paris, les professeurs, les policiers, les gens dont on a besoin au quotidien, puissent y vivre. Donc c'est une cohérence. On se bat pour le logement social. C'est pas tout à fait eux qui on sont se bat concernés également, par la gratuité, là, en l'occurrence. On se bat pour le logement social, pour que l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, 70% des Parisiennes et des Parisiens sont libres au logement social. C'est sur les cantines scolaires, c'est sur la politique de transport, c'est l'ensemble des moyens qu'a la ville de Paris. Et on appelle l'ensemble des acteurs, la région, pourquoi pas aussi, à se lancer dans cette politique pour que on puisse, celles et ceux qui font Paris, celles et ceux qui font l'Île-de-France, puissent y vivre correctement. Patrick Legras. Agriculteur en colère, il faut faire une petite colère qui est gentille, mais qui est un constat, c'est pas contre qui que ce soit. On a du mal à faire manger les gens ou à leur appliquer de la bonne nourriture ou à les faire payer, mais à 8 ou 10 ans, ils ont tous un téléphone portable. Donc là, il y a un problème, il y a bien un choix de société, et ce choix, évidemment, on l'anticipe, ou on le contrarie, ou on va vers. J'ai des enfants, j'aurai des petits-enfants demain. C'est une réalité. J'ai connu le développement du téléphone. Mais donc les gens, ils mettent aussi l'argent où ils veulent. Donc vous niez pas qu'il y ait des familles extrêmement modestes qui aient du mal à joindre les deux bouts, mais vous dites qu'ils font certains choix. Mais tout le monde fait un choix, aussi bien politique que sociétal que nourriture. Aujourd'hui, évidemment, si on leur donne quelque chose en plus gratuitement, c'est partout pareil. On le voit. Nous, aujourd'hui, on vend des pommes de terre à perte. Et ben même si on les donne... où on les vend pas cher, les gens ils disent mais même si c'est 4 fois moins cher que le prix normal, vous nous les donnez et on vous donnera quelque chose si on les vend mieux. C'est-à-dire que aller vers la facilité, c'est sociétal, c'est européen, c'est français, c'est sociétal. Voilà. Inès de Ragnel, une réaction. Oui, pardon, je pensais à une chose, c'est que moi, au quotidien, depuis 6 ans que je suis élue à la mairie du 15e, où on gère donc la caisse des écoles du 15e, moi, s'il y a un vrai sujet sur les cantines, il n'est pas là. Il est sur le sujet du gaspillage alimentaire. C'est qu'aujourd'hui, rien ne nous permet de faire quelque chose avec tout ce qui reste à la fin d'un repas tous les jours dans les écoles. Pourquoi la faute aux normes ? La faute aux normes, la ville de Paris ne nous accompagne pas non plus. On a porté des vœux les 6 dernières années au Conseil de Paris pour pouvoir, avoir des projets, voir qu'est-ce qu'on peut faire de cette nourriture, est-ce qu'on peut l'offrir aux plus pauvres dans l'arrondissement. Vous voyez, nous, sur la distribution alimentaire... Et ça, c'est pas possible non plus, sans même parler de la resservir aux enfants, de la retransformer. Nos vœux ont toujours été rejetés. Et je vais vous dire, en plus, sur l'aspect solidarité, on n'a jamais été en reste. Mairie de droite, pourtant, puisque le clivage, apparemment, vous aimez bien le prononcer. Je veux dire, nous, on fait, par exemple, depuis 6 ans, depuis le Covid, des distributions alimentaires pour les étudiants. On fait par exemple des distributions de petits déjeuners pour les enfants les plus défavorisés dans nos écoles maternelles comme primaires, dans toutes les écoles du 15e qui en ont besoin et pour lesquelles on a une vraie demande. On fait ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que vous le disiez, là-dessus j'ai le même constat. Oui, pour plein de familles, le repas du déjeuner, c'est le seul repas correct, équilibré, de la journée, de qualité pour ces enfants-là. Donc on essaie de pallier de différentes manières, nous, au niveau d'arrondissement. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces milliers d'euros de gaspillage alimentaire tous les jours ? Kevin, vous voyez ? Je crois que votre caisse des écoles, elle est gérée par le 15e. Donc si vous voulez prendre des initiatives, vous pouvez le faire. Ah, sur le gaspillage, on n'a pas l'autorisation.
Ça ne dépend pas de la mairie de Paris, c'est de votre caisse des écoles. Alors, suivez-nous dans ce combat-là quand on le porte au Conseil de Paris. Donc c'est votre caisse des écoles. Geoffroy Carvalino, au niveau de la région, est-ce que vous aussi, vous avez ces problématiques de gaspillage? Est-ce qu'il faut qu'on assouplisse aussi? On a beaucoup parlé des normes, on a beaucoup parlé aussi d'à quel point on pouvait être contraint dans certaines décisions à prendre demain pour le mieux manger, pour accompagner les familles les plus modestes aussi à mieux s'alimenter, à choisir de bons produits locaux, en circuit court. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit progresser aussi sur la question de la gestion du gaspillage alimentaire? Bien évidemment, et ce n'est pas forcément lié aux collectivités. Parce qu'aujourd'hui, avec les lésions froides et les lésions chaudes, vous ne pouvez pas redistribuer un repas, par exemple, qui peut vous rester. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas non plus, dans les lycées, faire des distributions forcément de nourriture. Donc tout ça, ça paraît assez aberrant pour des personnes, mais malheureusement, c'est le cas. Donc ça veut dire peut-être mieux gérer en amont? Vous parliez tout à l'heure de... il faut regarder avec les différents ministères pour faire évoluer. Après, nous, on est très engagés justement contre le gaspillage alimentaire, qu'on fasse en sorte justement qu'il n'y ait pas de gâchis le midi. Et la tarification, le fait de payer, de faire un geste, de payer, permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est pour ça que nous, on fait... Pourquoi? Parce qu'on s'engage à honorer un repas. Généralement, et donc, vous vous rendez compte quand un parent, par exemple, au tarif le plus bas de 50 centimes, qui prend au forfait, donc ça descend de 30 centimes, vous arrivez à 20 centimes le repas. Vous les engagez sur 1 mois ou 2 mois. Vous vous rendez compte que ce jeune vient en permanence à la cantine. Bien sûr. Et puis, on fait aussi attention au pouvoir d'achat. C'est pour ça que je vous ai dit que le repas le plus cher était à 4,58 € pour lutter aussi à ce qui se passe autour du lycée. Parce que quand vous avez des fast-food à proximité ou pour 7 €, 8 €, eh bien, vous avez de la malbouffe. Nous aussi, on veut convaincre les familles et puis les jeunes aussi à bien manger à la cantine. Est-ce qu'on mange vraiment bien à la cantine? Pardon, je mets les deux pieds dans le plat parce que c'est le moment. Chez nous, on n'a pas tous des souvenirs impérissables de ces moments partagés à table. Alors honnêtement, les cantines gérées, en tout cas dans les cités scolaires, les lycées que nous on a dans le 15e, on a de très bons retours. Ah oui, je vous assure. Parce que je veux bien vous croire, mais je ne demande qu'à goûter parce que moi, souvent, ça n'a pas été dingue. Non, mais c'est jamais des restos 4 étoiles, c'est ça qu'on dit aux gens. En fait, à la région, donc parfois les cantines scolaires, vous prenez des prestataires qui font toute une ville en liaison froide, liaison chaude, et souvent c'est réchauffage, préchauffage, voire. Mais nous, à la région, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez un chef cuisinier dans chaque établissement de la région Île-de-France, dans nos lycées publics, et avec des personnes qui cuisinent tous les jours, des produits de nos agriculteurs, des plateformes d'achat que nous avons. On imagine que ça peut être que meilleur. Ça peut être que meilleur. Après, on peut toujours faire mieux. Et c'est pour ça que chaque jour, notre service lycée travaille en fait à avoir des produits à chaque fois de meilleure qualité, qui soient aussi gagnants pour nos agriculteurs. Parce que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, si on va chercher des produits à l'étranger, nous, on fait en sorte que ce soit circuit court, bio, francilien, pour éviter justement d'importer. Et en plus, dans tout ça, c'est que nous, on a quand même aussi une présidente qui fait attention aux deniers publics. À un moment donné, si vous faites la gratuité partout, vous risquez d'avoir un problème de finances publiques. Et aujourd'hui, quand on voit ce que l'État... Aujourd'hui, c'est une mesure qui coûte 1,2 million d'euros. 1,2 million d'euros, mais prenez tout ce qu'il y a à côté. Les renforcements d'animateurs que vous allez devoir prendre en plus, peut-être de l'agrandissement en fait de bâtiments, tout ça. Souvent, on annonce un prix sur la cantine, mais on ne prend pas tout ce qu'il y a à côté, l'organisation, le gaspillage alimentaire, le prix du gaspillage alimentaire aussi. Alors oui, c'est vrai qu'on a tous envie de faire des gestes, mais il faut être assez pragmatique. Et par ailleurs, on peut faire des gestes sur d'autres choses, sur l'accompagnement éducatif. Nous, la région, par exemple, on met à disposition de tous les lycéens des ordinateurs. On ne leur fait pas payer les livres scolaires qui sont aussi gratuits. Donc c'est d'autres formes d'aide. On a notre application La Base avec des aides concrètes pour les jeunes. Donc on fait d'autres aides pour les jeunes, mais la cantine, on veut que ça reste payant, mais toujours en faisant attention au pouvoir d'achat des familles. Patrick Legras, à quoi vous allez être vigilant sur ces mesures, mais en général sur l'alimentation des plus jeunes et sur ce qui est servi dans les cantines? Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être vigilant. Je pense qu'on veut tous, on a tous plus ou moins des enfants ou des jeunes qu'on veut leur donner le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr. Tout ce que l'on veut, c'est pouvoir accompagner ces éléments et en ne passant pas que par le prix. Parce que le prix, c'est un des modèles, mais ce n'est pas le modèle. Et si on va sur le prix,
on va se retrouver, comme vous disiez, sur le dossier fast-food. Parce que les fast-food, ils peuvent... Le prix, en fait, a augmenté. Et on a connu ça il y a quelques années, parce que je suis un peu plus âgé que vous. La taille du Big Mac, enfin, la taille du Big Sandwich, on va dire, et puis le bag, voilà, il était plus gros. On a réduit. On ne dit pas que la viande est mauvaise, on ne dit pas que rien n'est mauvais. Mais aujourd'hui, c'est la facilité. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va vers la facilité. L'aspect financier, ce qui nous énerve, nous, agriculteurs, c'est que l'alimentaire soit toujours la variable de gratuité ou d'ajustement. Alors c'est que ce qui c'est nous peut-être énerve. le plus important aussi. Moi, je préférais quand on qu'ils parle de aient, notre santé. les jeunes aient un abonnement gratuit pour apprendre à des choses à l'école, ou l'ordinateur gratuit, ou le transport gratuit. Mais l'alimentaire, c'est pénible parce que ça se fait de plus en plus, ça se généralise et ça dévalorise notre travail. Et c'est pour ça qu'on est en colère, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, donner de la nourriture gratuite, c'est habituer des jeunes à dire pourquoi on paierait la nourriture. Voilà, c'est ça qui nous dérange. C'est peut-être l'argument le plus intéressant de cette discussion. Kevin avait de fait de dire c'est ce qu'on a de plus important, c'est ce qui détermine notre santé demain, c'est la manière dont on va apprendre à nos enfants à s'alimenter correctement. Et si c'est gratuit, est-ce qu'il y a un risque demain que du coup on se dise c'est quelque chose qu'on nous donne et donc ça n'a pas d'importance? Et ça n'a pas de Je valeur. pense qu'on parle d'enfants qui sont à la maternelle et à l'école élémentaire. Et donc, sauf erreur de ma part, ils ne viennent pas avec leur petit porte-monnaie venir payer eux à la fin du mois. Et donc l'éducation, et donc, vous me permettez d'aller au bout, je ne vous ai pas interrompu, je vous remercie. Et donc, c'est un élément extrêmement important. Et je pense que justement, l'exigence qu'on a à Paris, et ça, je pense qu'on pourra se rejoindre là-dessus, c'est que partout, et je crois qu'il y a vraiment un effort qui est fait là-dessus, c'est qu'on mange bien, on mange sainement, et on mange pas cher. Et je pense que si on arrive à réunir les trois, oui, on aura des enfants, des collégiens qui retourneront à l'école. Sans et je pense, dénaturer justement la valeur et sans dénaturer la valeur. l'importance de ces produits Et en du plus, travail des et c'est pour agriculteurs. ça qu'on est bien en amont sur pas mal de collectivités, c'est qu'on a beaucoup plus de bio qu'à l'échelle nationale et que la loi nous oblige, et beaucoup plus de circuits courts. Donc encore une fois, là, Paris est une ville en avance, une ville modèle, et donc cette mesure de pouvoir d'achat, cette mesure pour la santé publique qu'a pris Emmanuel Grégoire, elle bénéficie à près de 2,5 millions de repas par an, 18% des enfants dans le 18e. 17 000 C'est enfants. un énorme progrès social, et je pense qu'on peut tous le saluer. Et on continuera bien sûr à en parler dans cette émission. Merci beaucoup à tous les Merci quatre à d'avoir vous. été présents sur le plateau, et on passe tout de suite à l'entretien culture. C'est un lieu qui a marqué des générations d'enfants franciliens et de parents aussi, il faut bien le dire. La Cité des enfants à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris se réinvente. Après une importante rénovation, l'espace des 5-10 ans a rouvert en juillet 2025, vous y étiez. Et c'est désormais l'espace des 2-6 ans qui rouvre ses portes à partir de demain. Plus qu'un simple lifting, c'est une nouvelle manière de faire découvrir la science, le jeu, l'imaginaire et le monde aux plus jeunes. On en parle avec vous, Raphaël Chanet, vous êtes directeur des expositions. On est ravis de célébrer avec vous cette réouverture. La Cité des enfants, on le rappelle, elle existe depuis 1992. Elle a été fréquentée par des millions de familles. Elle fait vraiment partie du paysage culturel francilien. Qu'est-ce que ça représente pour la médiation culturelle des enfants? Pourquoi c'est aussi important? La Cité des enfants, en fait, elle est vraiment importante parce que c'est vraiment un endroit où on peut vraiment découvrir et développer sa curiosité vers la science. Et dès qu'on commence au plus jeune âge, à partir de 2 ans, c'est vraiment le moment où on peut déjà commencer à mettre les enfants dans cette démarche de poser des questions sur pourquoi le ciel est bleu, pourquoi est-ce que l'oiseau il fait ça. Donc c'est une autre manière d'apprendre qui est Exactement. moins solennelle, moins scolaire. On est vraiment basé sur l'idée de faire quelque chose, d'être dans l'actif. Donc par exemple, dans la nouvelle cité, on invite les enfants à observer la nature. Alors c'est pas une vraie nature, mais on recrée un peu un paysage de forêt et on les invite à regarder les animaux, les insectes, les plantes. Ou alors on les amène à jouer avec l'eau. L'eau, ça permet de poser plein de questions simples. C'est pourquoi ça flotte, pourquoi ça coule, pourquoi ça bouge, qu'est-ce que ça fait. Et d'expérimenter, de faire, défaire et de refaire et de jamais se tromper. Parce qu'en fait, en expérimentant, on apprend plein de choses. Et c'est toute l'idée de la Cité des enfants, c'est d'essayer d'amener cette expérimentation en fait, à la fois pour les enfants et aussi de montrer aux parents qu'on peut faire ça aussi à la maison et que c'est pas très compliqué à faire. Ce qui est génial, et vous avez gardé cette ligne directrice depuis 30 ans, c'est qu'on apprend en faisant, c'est vraiment le cœur du projet. Ça donne, vous l'avez dit, des expérimentations qui sont très sensorielles, plus libres, beaucoup plus spontanées. Est-ce qu'il y a aussi une dimension presque affective finalement à l'idée de se dire, ce qui me sort du cœur, ce qui me sort de la tête là tout de suite, je vais l'essayer, puis je peux échanger avec mon petit camarade, et puis je peux poser aussi une question à mes parents ou à mes grands-parents si c'est eux qui m'amènent aujourd'hui.
Totalement. En crée fait, du lien. l'idée, c'est vraiment de créer des expériences qui fonctionnent pour les enfants, mais qui permettent en fait aussi aux parents de se sentir. Moi aussi, je peux raconter quelque chose. Utile. Je peux poser une question, je peux faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'on pose souvent des bouts d'exposition où vraiment les parents sont amenés à faire quelque chose. Soit ils collaborent, soit ils rassurent pour s'assurer que tout va bien. Donc Mais tout le monde est plus ou moins acteur. on est tous dedans, tout le monde est acteur. Alors parfois, il y a des moments où on veut pas que les parents interviennent, juste pour voir ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle le chantier, où on invite les enfants à collaborer ensemble. Et là, l'idée, c'est justement que les parents apprennent à laisser les enfants faire tout seuls et essayer de voir s'ils arrivent à construire une maison ensemble. Donc c'est voilà. Mais ce qui est génial, intéressant, c'est c'est que hyper collaboratif en plus entre les enfants. Donc selon les différentes expériences, est-ce qu'on veut stimuler chez l'enfant, créer aussi comme questionnement. On voit qu'il y a des dispositifs qui sont amenés, c'est toujours aussi bien fait. L'espace des grands est devenu l'espace 5-10 ans. L'espace des petits passe désormais de 2-7 à 2-6 ans. Tout à fait. Pourquoi il y a eu cette redéfinition des âges et pourquoi cette refonte globale pour coller plus à la réalité des enfants qu'on observe aujourd'hui? La société, il y a 15 Évolue. ans, quand on a refait la dernière cité, elle a évolué beaucoup depuis. Il y a plein de choses qui se passent, enfin, beaucoup de choses graves, la crise climatique, tout ça. Donc on voulait recréer un peu un cocon, un peu plein d'imagination et de poésie pour que les enfants se sentent à l'abri. Et puis le changement des âges, en fait, on s'est rendu compte qu'avant, on faisait 5-12 ans et les 10-12 ans ne venaient pas vraiment. Donc on s'est dit, on va faire 5-10 et on va s'occuper du coup, dans un autre temps, des 10-12 ans pour essayer de préparer quelque chose. Et de 6 ans, l'idée, c'était aussi de se resserrer un petit peu parce Ouais. qu'on change très vite à cet âge-là. Bien sûr. Et ça nous paraissait intéressant du coup de restreindre un petit peu pour pouvoir faire des choses un peu différemment. Alors dans la nouvelle version 5-10 ans, il y a 5 univers immersifs, dessus-dessous, les jeux d'eau, vous nous en avez parlé, fête foraine, atelier des brouilles et maison bizarre. C'est quoi? C'est la science, l'expérimentation du corps, l'émotion, l'imaginaire. C'est un peu des portes d'entrée dans la culture scientifique. Voilà, c'est des portes d'entrée et c'est aussi beaucoup centré sur tout ce qui est compétences psychosociales. Donc imaginez, Et c'est quoi une compétence psychosociale? c'est-à-dire se dire que moi je sais observer des choses et en déduire des choses. C'est Ok. je sais être avec les autres, c'est-à-dire développer l'altérité ou par exemple d'avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre. Donc là, ce que vous avez donné comme exemple, c'était la cité 5-10, mais la 2-6, on a aussi récupéré donc la nature, le bricolage avec Oui, l'atelier tout à fait. bric-à-brac, le chantier avec tout ce qui est coopération. Qui marche toujours aussi bien. Voilà, la tribu élastique où on fait des choses avec son corps, et la forêt où là on rentre dans un espèce d'univers un petit peu magique et on regarde un peu ce qui se passe dans la nature. Et donc ça stimule des choses peut-être qu'on n'imagine pas tout à fait en poussant les portes au début, l'esprit critique, Exactement. la confiance, la curiosité, mais aussi la coopération. Donc on n'est pas uniquement non plus dans une recherche d'apprentissage, on est là, vraiment dans le développement. On est dans le développement de l'enfant, la science est là, mais elle est vraiment là juste comme quelque chose qui permet d'être utilisé par l'enfant pour pouvoir un peu observer ce qui se passe autour de lui. Et on est aussi vraiment dans l'interrelation avec les autres, c'est-à-dire qu'on invite les enfants à faire des choses ensemble, on arrive à faire les familles à faire des choses ensemble. C'est vraiment apprendre ensemble et tout le monde peut apprendre en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup avec la Cité des enfants, c'est que c'est aussi pour les grands un petit peu. Bah oui, Et bien on apprend sûr. plein de choses dedans et on s'amuse sûr. énormément. Donc voilà, donc ça c'est ce qui nous trouve. Si c'est des moments super à partager avec les plus petits Voilà. aussi, qui sont tantôt émerveillés, tantôt plein de questions. Souvent, c'est l'âge du pourquoi. Exactement, le grand pourquoi. Et donc, on est vraiment dedans. Il y a plein de noms qui sont très évocateurs et qui sont presque poétiques, en tout cas dans la manière de le percevoir. La tribu élastique, l'atelier des bric-à-brac, là, on est vraiment dans les 2-6 ans. Mais il y a l'idée aussi de... Vous l'avez dit tout à l'heure pour cette forêt, de l'émerveillement, de la découverte. On n'est pas uniquement dans on va vous faire apprendre les choses, mais autrement, vous n'allez pas le sentir. Vous allez ressortir avec plein de connaissances. On est aussi vraiment dans le beau, dans la culture, dans Voilà. l'émerveillement. Exactement. Moi, je dirais aussi beaucoup dans l'imaginaire. On a beaucoup voulu intégrer l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on voulait à la fois des choses qui soient concrètes, mais qu'on puisse se raconter une histoire à chaque fois et qu'il y ait toujours une histoire derrière. Qu'on puisse se la raconter, se la Et ça, c'est pas réapproprier. incompatible avec la science, Non, pardon de vous ça marche couper. totalement. Non, ça marche totalement parce qu'en fait, la science, c'est aussi utiliser son imagination pour se dire comment est-ce qu'on peut faire ça ou pourquoi ça. Tout de suite, on utilise son imagination. Donc, intégrer en fait une dimension beaucoup plus ouverte. Déjà, c'est bien pour le développement de l'enfant, c'est super parce que c'est vraiment imaginer, c'est se refaire une scène, se dire comment je ferais, les jeux de rôle, Trop etc., bien. qui permettent d'intégrer Bien un sûr. peu des comportements. Et dans le même temps, c'est être créatif. Et donc, il y a beaucoup de dispositifs, notamment dans Bric-à-Brac, dans l'atelier Bric-à-Brac. On invite les enfants à créer eux-mêmes dans un univers un peu bizarre. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on doit aider des petites créatures un petit peu à réparer les choses. Et on les invite dans un univers différent parce qu'on sait que c'est comme ça aussi que l'apprentissage prend vraiment de l'ampleur. Et puis ça permet aussi juste de souffler et de sortir de là où on est, de ne pas être dans la ville de Paris, de passer un moment un petit peu magique. J'ai dit culture tout à l'heure. C'est vrai que quand on pense à la culture, on imagine un musée, un théâtre, des expositions, du patrimoine. Là, on est dans un autre aspect de cette culture, une culture scientifique, populaire, familiale, accessible. C'est hyper intéressant et important aussi. Et on voit à quel point les enfants adorent
parfois ça peut être difficile d'emmener des enfants au musée ou au théâtre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire que parfois on sent qu'il y a une petite résistance. Là, il n'y en a aucune. Enfin, les enfants adorent. Les enfants adorent parce que tout est centré sur le jeu et en fait, la culture, ça peut être aussi basé sur le jeu et le faire. Bien Ça, sûr. c'est quelque chose qu'on porte très fort au sein de la Cité des sciences et de l'industrie. Et on peut mélanger les sciences dedans. Culture et sciences, en fait, vont vraiment de pair. Et c'est ce qu'essaie de faire la Cité des enfants à hauteur d'enfants, avec, on va dire, une approche qui se veut à la fois ludique, imaginaire, créative, pour un petit peu essayer de mélanger les genres et arriver à créer un équilibre qui est tout à fait spécifique à ce qu'on sait faire. Pourquoi est-ce que c'est hyper important, cette approche scientifique très tôt, de développer ces questionnements? On pose tous des questions, mais finalement d'aller approfondir cette connaissance scientifique. Dès tout petit, on parle de 2-6 ans. Parce qu'en fait, ça permet déjà d'adresser la question de l'égalité entre filles et garçons Ouais. par rapport à tout ce qui est appétence scientifique. On sait que les filles ont tendance à moins naturellement aller sur ces sujets dès l'école primaire et ça s'aggrave, on va dire, Bien sûr, au ça niveau se du collège répercute et derrière après dans les choix de carrière. Bien sûr. Si on commence dès l'âge de 2 ans à dire, mais voilà, la science, en fait, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de question de genre ou de quoi que ce soit, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de démontrer à quel point tout le monde peut parler de science. Et même quand on a 2 ans, on peut avoir un point de vue, on va dire, sur la science. Et donc, en créant ce lien dès le début, on espère comme ça qu'ils vont vraiment pas avoir peur d'un sujet qui parfois fait, dans la façon dont elle est enseignée à l'école. C'est vrai que si on l'aborde un peu tard, c'est quand on pense aux matières scientifiques, Exactement. il y a une petite crispation, c'est des maths, c'est de la physique, ça va être difficile, ça va être compliqué. Là, vraiment, il y a une entrée en matière qui est tout en douceur, en curiosité et finalement en découverte. C'est hyper agréable. Et on peut continuer quand on est adulte à la Cité des sciences, évidemment, C'est ça puisque que c'est je voulais dire. aussi fait pour ça. Tout à fait, c'est ça, c'est que c'est un principe. Le jeu, ça permet vraiment de faire plein de choses et de faire tomber plein de barrières qu'on s'impose à soi-même par rapport à non, mais ça, c'est pas pour moi, je sais pas faire ça. Si on peut, il suffit simplement d'être curieux et de jouer avec ça. Et donc, c'est vraiment l'idée de, dès le début, essayer de créer cette relation à la science et en même temps au reste. Voilà, parce Oui, que bien c'est sûr. vraiment une ouverture. vers Justement, le- est-ce qu'il y a un aspect militant à l'idée de dire, avec la prolifération des fausses informations, la science, c'est important, et on veut que, dès le plus jeune âge, tous les enfants puissent y avoir été confrontés d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'on n'est pas dans cette logique militante? Je pense qu'on est dans cette logique d'essayer de développer l'esprit critique. Oui. Donc effectivement, ça nous paraît très important à la Cité des sciences et de l'industrie de développer l'esprit critique. Et c'est vrai qu'on ne va pas enseigner l'esprit critique à une personne un enfant qui a 2 ans, mais de déjà arriver à C'est créer cette sensibilité créer ce scientifique, lien et j'imagine. cette sensibilité qui est un vrai outil pour essayer de comprendre effectivement est-ce que j'entends, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'entends, est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que j'entends. En tout cas, se poser des questions. Et se poser la bonne question au bon moment. Ça, c'est vraiment important. Bon, après, à 2 ans, c'est pas encore ça. Bien sûr, c'est un peu tôt. Mais on crée déjà un lien et ça, c'est vraiment essentiel. La Cité des enfants, je le précise parce que c'est très important, prévoit aussi un espace calme et plusieurs dispositifs qui sont adaptés, notamment pour les publics en situation de handicap. C'est évidemment un enjeu de société important. Certains Tout à fait. sont plus engagés que d'autres. Chez vous, ça a vraiment un sens premier. Vous y mettez beaucoup de temps, d'énergie, Ouais. et ça a vraiment fait partie intégrante de cette rénovation. Exactement. L'accessibilité est au cœur de tout ce qu'on fait. Donc, on essaye de créer des espaces pour tout le monde. Et c'est vraiment tout le monde. Et donc, c'est vrai que la nouveauté cette année, c'est qu'on a créé cet espace calme Oui. pour des enfants neuroatypiques, ou pas que d'ailleurs, pour tout le monde, qui a besoin de se poser 30 secondes pour... Oui, parce qu'on est très stimulé quand même. Exactement, ça peut être très bruyant, il y a plein de choses à faire, et parfois, c'est difficile d'arriver à gérer. Donc, c'est vrai que toutes nos expos, elles sont pensées, on met du braille, on met de la langue des signes, on la met en 3 langues, on essaie vraiment d'être le plus universel possible en termes Pour que d'accès. tout le monde puisse... Pour que tout le monde puisse accéder à ça, et le jeu, de toute façon, est intrinsèquement quelque chose d'universel. Si vous deviez donner un bon conseil à ceux qui hésiteraient à y aller, qui ne sont pas allés plus jeunes ou qui n'y ont pas encore emmené leurs enfants, pourquoi il faut essayer cette nouvelle Cité des enfants? Je pense surtout que cette nouvelle Cité des enfants, elle crée des univers complètement improbables et des souvenirs dont les enfants vont se souvenir toute leur vie. Moi, j'ai le nombre d'enfants qui, quand ils grandissent, reviennent et me disent « J'aimerais retourner au chantier de la Cité des enfants des petits ». Et en fait, c'est ça qui est vraiment, je trouve, le plus important, c'est que c'est des souvenirs de visite qui restent dans les familles et qui sont vraiment aussi un moment vraiment de partage familial qui sont hyper importants. Et il n'y a pas de lieu comparable Pas tant que ça. aussi à Paris, en France. C'est hyper rare d'avoir cette opportunité de découvrir, de créer, d'imaginer. Et ça continue, bien sûr, quand on est plus grand à la Cité des Sciences. Merci beaucoup de nous l'avoir si bien présenté. On est ravis de cette réouverture et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte.
Le Figaro Histoire nous raconte un des épisodes les plus tragiques de la Révolution parce qu'il concerne un enfant et un symbole. On est le 8 juin 1795. Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, s'éteignait dans la prison du Temple. Il avait seulement 10 ans. Alors je me tourne vers vous, Geoffroy Caillé, pour essayer de mieux comprendre, évidemment, de mieux cerner aussi le contexte de ce décès. Qui est Louis XVII ? Alors, c'est un des personnages historiques dont la vie est très courte et malgré tout, elle a laissé une trace immense dans l'imaginaire collectif. Louis XVII, il est né le 27 mars 1785 au château de Versailles sous les noms de Louis-Charles de France. C'est le second fils, on le voit à l'écran, de Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors, comme tous les princes de son rang, il grandit dans le faste de la cour. Il n'est pas appelé à régner parce qu'il a un frère aîné qui s'appelle Louis-Joseph. Et donc, il semble promis à une existence relativement secondaire dans la famille royale. Évidemment, les événements vont en décider autrement. Qu'est-ce qui va se passer pour le jeune Louis ? Oui, parce qu'en 1789, il a seulement 4 ans, la Révolution française éclate. Et à ce moment-là, au moment de la convocation des États généraux, dont on a parlé souvent dans Bienvenue en Île-de-France, son frère meurt de maladie en juin 1789. Et donc, Louis-Charles devient dauphin de France. Il a 4 ans. Il a juste 4 ans, mais c'est lui et non plus son frère aîné, qui n'avait que quelques années de plus, qui sera le successeur de leur père. Et au même moment, le monde justement dans lequel il est né vraiment se met à s'effondrer. Au mois d'octobre suivant, les journées révolutionnaires contraignent la famille royale à quitter Versailles pour Paris, pour le palais des Tuileries, qu'on voit à nouveau. C'est dans ce grand palais que le dauphin se retrouve avec sa famille. C'est une expérience très différente pour... C'est très différent parce que dès ce moment-là, la famille royale est sous la surveillance des autorités révolutionnaires. Et donc, même si la monarchie existe encore, son pouvoir s'amenuise de jour en jour. Et ça va continuer comme ça puisque tout va aller de mal en pis pour la famille royale. Exactement. En juin 1791, 2 ans plus tard, c'est la fuite à Varennes. La famille royale est reconnue, arrêtée, ramenée à Paris. Le petit Louis-Charles observe tous ces événements. Et puis, le 10 août 92, l'année suivante, l'insurrection parisienne renverse définitivement la monarchie des Bourbons. Les Tuileries sont prises d'assaut, la famille royale cherche refuge auprès de l'Assemblée et ensuite est emprisonnée au Temple, l'ancienne forteresse. Le petit Louis-Charles a seulement 7 ans. Et il est donc en captivité. Comment ça va se passer pour un enfant aussi jeune ? Alors au début, les conditions de la détention restent assez supportables parce que la famille royale... Ils restent ensemble. Ils restent ensemble. Il y a Louis XVI, Marie-Antoinette, la sœur de Louis-Charles qui est Marie-Thérèse, la future duchesse d'Angoulême, et puis la sœur du roi, Madame Élisabeth. Malheureusement, la situation évolue très vite. Le 21 janvier 1793, donc 6 mois plus tard, le roi est guillotiné place de la Concorde, l'actuelle place de la Concorde. Et quelques heures plus tard à peine, les monarchistes reconnaissent en le jeune enfant Louis-Charles le dauphin, le nouveau roi de France, même si évidemment ce roi de 8 ans est enfermé derrière les murs d'une prison. Et que ça le met tout de suite en danger, non, d'être reconnu comme... Oui, le fait d'être identifié comme le successeur légitime de Louis XVI le met en danger parce que la République a été proclamée en septembre 92, donc il n'y a plus de monarchie. Et l'idée que des partisans veuillent en faire le futur roi, évidemment, inquiète les autorités révolutionnaires. Et donc il constitue finalement un danger, on peut le dire comme ça, ou en tout cas c'est ce que pensent les révolutionnaires les plus radicaux. Oui, pour eux c'est un danger, il faut l'éliminer, en tout cas le mettre à l'écart de façon très sérieuse, de façon à ce qu'un complot ne s'en empare pas pour le remettre sur le trône assez rapidement. C'est là que va commencer pour lui un véritable calvaire. Oui, ça va être très difficile parce que lui reste au temple avec sa mère, avec sa sœur et sa tante. Mais le 3 juillet 1793, 6 mois après la mort, l'exécution de son père, on décide de le séparer de la famille royale. C'est la gravure poignante que vous voyez à l'écran. Et donc, Marie-Antoinette résiste, supplie, proteste, mais rien n'y fait. L'enfant Louis-Charles est arraché à sa mère et il est emprisonné dans un autre appartement de la tour du Temple. Et donc, c'est terrible pour la reine parce qu'elle peut l'entendre appeler, crier, pleurer, mais elle ne peut plus le voir. Ils ne se reverront jamais. Ils ne se reverront jamais. La reine sera guillotinée 3 mois et demi plus tard. Et Louis XVII est confié à la garde du cordonnier Simon. Le cordonnier Simon, c'est vraiment un pur produit de la Révolution. C'est un sans-culotte parisien, sans culotte et sans cœur, pourrait-on dire. Et l'idée, c'est de faire de Louis XVII un parfait petit citoyen modèle. Et donc, il l'élève à la rude, de façon très brutale. Le petit enfant est soumis à une pression psychologique permanente. On lui répète que ses parents étaient de méchants ennemis du peuple. On cherche à lui faire oublier qui il était.
Et le pire, sans doute, est atteint lorsque, sous l'influence de ses gardiens, on lui fait même signer certaines déclarations du haut de ses 8 ans, indiquant qu'il a eu des relations incestueuses avec sa mère, ce qui est évidemment faux. Et ces accusations seront utilisées quelques mois plus tard lors du procès de Marie-Antoinette, en déclenchant justement l'indignation de l'assistance, pourtant tout acquise à la cause de la Révolution, qui entend ces paroles. Une petite question que je me pose spontanément. Est-ce que, de par son éducation, de par les conditions de sa naissance, c'est un garçon qui est plus mature que son âge? Est-ce que, malgré tout, il a conscience de ce qui se passe autour de lui? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on le sait? Non, ça, c'est pas documenté, parce que les témoignages qu'on a sur lui, quand il est enfant à Versailles, c'est un petit garçon vif, affectueux. Alors, la vivacité est relevée par les témoins. Au Temple, on a moins d'éléments, parce que les rares personnes qui peuvent le voir ne peuvent pas parler avec lui. D'accord. Donc, elles se contentent de décrire son état Donc on sait extérieur. très peu de choses finalement On sur sait lui peu et de sur choses cette période. de lui entre 8 ans et 10 ans. Malheureusement, cette situation ne va pas s'améliorer, même quand Simon quitte le Temple. On est en 1794. Oui, le colonel Simon finit par quitter le Temple, mais en réalité, l'enfant reste livré à lui-même. On se contente de lui donner à manger. Il ne reçoit aucun soin et surtout, les contacts humains deviennent extrêmement rares. Il n'a quasiment aucune visite. Il se met à cesser de parler, ce pauvre enfant. Ça correspond à peu près à la scène que vous avez à l'écran. Il est étendu sur son lit toute la journée. Il n'a rien à faire. Lui qui avait été un petit garçon robuste devient décharné, amaigri, pâle. Et on comprend que sa dégradation physique est extrêmement rapide. Qu'est-ce qui va se passer avec la chute de Robespierre? Alors c'est un peu le grand paradoxe, c'est que vous le savez, en juillet 1994, Robespierre chute, c'est théoriquement la fin de la Révolution, en tout cas la fin des massacres de masse, et ça devrait entraîner la révolution, la libération de Louis XVII. En réalité, sur le plan politique, les choses n'en sont pas terminées. Et malgré tout, on s'inquiète du sort du prisonnier, et quand on le voit, on se rend compte qu'il souffre probablement de tuberculose, qui est une maladie très répandue à l'époque. Qu'il aurait pu attraper en isolement? Alors, soit il l'attrapait avant, mais soit il l'attrapait dans la prison du Temple, ce qui est possible. Et dans tous les cas, cette maladie a été aggravée dans son cas par Bien les sûr, conditions de sa détention. oui. Aucune hygiène, une malnutrition flagrante et surtout une absence de soins totale. Donc, on appelle des médecins à son chevet. Parmi eux, un médecin assez célèbre qui s'appelle le docteur Pelletan, qu'on voit à nouveau à l'écran. Il est alarmé par l'état du dauphin. Mais il est trop tard et malgré quelques tentatives de traitement, le 8 juin 1795, donc jour que nous commémorons aujourd'hui, le petit Louis-Charles meurt au Temple, il a juste 10 ans. Et sa mort ne met pourtant pas fin à son histoire. Non, parce que dès le lendemain, une autopsie est pratiquée, comme ça se fait souvent à l'époque. Le docteur Pelletan retire et conserve son cœur, ce qui est aussi une habitude surtout pour des personnes de rang royal. Et le reste du corps est inhumé discrètement dans un cimetière disparu aujourd'hui, le cimetière de Sainte-Marguerite, dans l'actuel 11e arrondissement. Rien ne vient marquer sa tombe, aucun monument, ce qui va, dès ce moment-là, nourrir le doute sur l'identité éventuelle de la personne qui a été inhumée. Oui, parce que dans les années qui suivent, il y a une rumeur qui se répand et qui enfle. L'enfant mort au Temple ne serait pas Louis XVII. Oui, on dit que le dauphin aurait été extrait secrètement de sa prison grâce à un complot royaliste, qu'on l'aurait remplacé par un autre enfant. Et donc cette hypothèse séduit d'autant plus que peu de gens ont vu dans les tout derniers mois de la captivité de Louis XVII le petit enfant roi. Et en fait, les descriptions divergent. Toujours est-il qu'au XIXe siècle, plusieurs dizaines de prétendants vont se présenter comme Louis XVII. C'était sûr. Alors, il y en a qui sont des affabulateurs complets, d'autres qui semblent sincèrement être persuadés être le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Le plus célèbre, on le voit, c'est Karl Neundorf. C'est un horloger allemand qui affirme être le dauphin évadé du Temple. Il va constituer autour de lui une véritable cour de fidèles royalistes français. Et jusqu'à après sa mort, ses descendants continueront à défendre sa cause en disant « il était Louis XVII ». Incroyable. Est-ce que l'énigme va être résolue? Si oui, quand? Eh bien, très tard, mais oui, elle a été résolue à la fin du XXe siècle. Le cœur conservé depuis l'autopsie du docteur Pelletan en 1795 est soumis à des analyses génétiques modernes, grâce évidemment à son ADN. On compare l'ADN de ce cœur à celui de descendants de Marie-Antoinette, de la famille de Marie-Antoinette, c'est-à-dire des frères et sœurs de Marie-Antoinette chez les Habsbourg. Et les résultats établissent que le cœur conservé appartient bien à un enfant de sa lignée maternelle, ce qui confirme avec une probabilité extrêmement forte qu'il s'agit bien de Louis XVII. Et en 2004, ce cœur est déposé dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis auprès des rois de France.
Et c'est comme ça que se referme ce chapitre, un des chapitres les plus émouvants de l'histoire de France, ce roi qui n'aura jamais régné. Non, il n'aura jamais régné, mais il a incarné finalement à lui seul la chute de la monarchie et l'innocence broyée par des événements politiques absolument dramatiques, ce qui fait que sa mémoire a survécu de loin à son existence. Merci beaucoup Geoffroy de Merci nous avoir Victoire. si bien raconté cette page de l'histoire de France avec la mort tragique de Louis XVII. On vous retrouve évidemment lundi prochain et moi je vous donne rendez-vous demain dans Bienvenue en Ile-de-France et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Le Figaro.